Chaque mois, vous dépensez de l'argent pour du savon. Pas assez pour que ça saute aux yeux sur un seul passage en caisse. Quelques euros ici, une recharge là, un pain dans un porte-savon qu'on ne voit même plus après la première semaine. Vous l'avez fait si souvent que le geste est automatique. Le prendre, le mettre dans le chariot, passer à autre chose. Selon l'enquête Consumer Expenditure Survey du Bureau of Labor Statistics, un foyer américain moyen dépense près de 150 $ par an en savon et produits d'hygiène. Et ce chiffre augmente chaque année depuis 3 décennies. Un artisan de Hedeby, le grand port marchand nordique situé sur l'actuelle frontière germano-danoise, attesté sans interruption de 800 à 1050 de notre ère, trouverait ça franchement déroutant. Pas parce qu'il était primitif, parce qu'il fabriquait déjà un agent nettoyant avec le bois qu'il avait brûlé et que ça ne lui coûtait rien. Il avait un système. Et si vous n'en avez jamais entendu parler, c'est pour une raison précise. Une industrie l'a remplacé si totalement que ce savoir ressemble aujourd'hui à du folklore plutôt qu'à de la chimie. L'année où ce remplacement est devenu irréversible, et les entreprises qui l'ont imposé, arrivent dans environ 40 secondes. Mais d'abord, la partie que les cours d'histoire ont laissée de côté. Quand le voyageur arabe Ibn Fadlan a raconté sa rencontre avec des vikings russes sur la Volga en 921, dans le texte que les chercheurs appellent aujourd'hui la Risala, il n'a pas décrit des guerriers. Il a décrit des hommes qui se lavaient le visage et les mains chaque matin, sans exception. Chaque matin. Pas une fois par semaine. Pas les jours de fête. Tous les jours. Ce n'était pas ce qu'Ibn Fadlan attendait. Il venait de Bagdad comme émissaire diplomatique. Il avait vu des peuples de dizaines de cultures. Il notait ce qui le surprenait. Et leur hygiène l'a surpris. Les découvertes archéologiques de Hedeby confirment exactement la même image. Dans The Vikings, publié chez Penguin en 1987, Else Rosdahl recense les objets de toilette retrouvés dans les sites nordiques. Peignes fins, taillés dans du bois de cervidés et de l'os, petites pincettes en fer, cure, oreilles et rasoirs. Pas un peigne. Des centaines. À tous les niveaux sociaux. Pas des objets de luxe. Des outils du quotidien. Les fouilles de Coppergate à York, menées par Peter Addyman et Richard Hall, et publiées dans les rapports d'excavation du Jorvik Viking Centre, ont révélé la même chose sous ce qui est aujourd'hui une rue commerçante du nord de l'Angleterre. Une implantation nordique active grosso modo de 866 à 954, et dessous, peigne après peigne après peigne. Se soigner n'avait rien d'occasionnel, c'était une routine. Et puis il y a la langue elle-même. En vieux norrois, le samedi se dit Logardagr. Ce mot veut dire « jour du bain ». Ce n'est pas une image. Le nom littéral du 7e jour de la semaine, c'était le jour où l'on se lave. Cette étymologie figure dans les dictionnaires classiques de vieux norrois et Rosdahl l'aborde directement. Les Nordiques n'ont pas fixé un jour de toilette parce que se laver était exceptionnel. Ils ont nommé ce jour ainsi parce que c'était si normal que le calendrier s'organisait autour. Un moine anglais du XIIIe siècle, connu sous le nom de John of Wallingford, a écrit, et c'est bien dans sa chronique conservée, que les hommes nordiques installés en Angleterre se baignaient le samedi, se peignaient et changeaient de vêtements avec une régularité que les Anglaises trouvaient remarquable. Ils ne les complimentaient pas. Ils se plaignaient que les Anglaises les préfèrent pour ça. Voilà ce que dit l'histoire. Les gens les plus propres de l'Europe médiévale faisaient ça avec de la cendre, pas du savon en bouteille, pas un pain emballé dans du papier, pas un abonnement de livraison. La cendre du feu qu'ils avaient déjà allumé pour se chauffer. Et voici la question que l'industrie espérait que vous ne poseriez jamais. Procter & Gamble lance Ivory Soap en 1879. Loewe Brothers lance Sunlight Soap au Royaume-Uni en 1884. Au début du XXe siècle, les deux entreprises mènent déjà les plus grandes campagnes publicitaires jamais vues. Pages entières dans les journaux, brochures illustrées distribuées dans les écoles, commerciaux itinérants jusque dans les campagnes. Et partout, le même message. Le savon industriel était scientifique. Le savon industriel était moderne. Le savon maison à la cendre de bois, c'était ce que faisait votre grand-mère avant l'arrivée de la civilisation. Ce n'était pas faux, c'était gênant. Gênant pour une famille qui produisait déjà gratuitement un nettoyant parfaitement efficace. Gênant pour un foyer capable de fabriquer un an de savon avec la cendre d'une cheminée qui brûlait de toute façon. Gênant parce que la chimie en jeu était librement accessible, ne demandait aucun achat de matières premières, aucune livraison et ne pouvait pas être facturée. En 1910, d'après les archives industrielles citées dans Waste and Want de Susan Strasser, une histoire sociale de la consommation domestique américaine publiée par All Books en 1999, la fabrication domestique de savon à partir de cendres de bois était passée d'une pratique annuelle normale à quelque chose que les magazines grand public décrivaient de plus en plus comme primitif et inutile.
Pas faux. Gênant. Les équipages vikings avaient réglé ça depuis longtemps. Puis une industrie a rendu cette solution durable gênante. Pas fausse, gênante. Tous les équipages nordiques qui circulaient sur le réseau commercial de Dublin à Novgorod réglaient ça sans payer personne. Sans facture, sans fournisseur, sans contrat de service. Le foyer qui fabrique aujourd'hui son propre savon de cendre ne paie rien pour un agent nettoyant, qui dépasse la plupart des pains industriels à molécules égales. Ni la physique ni la chimie n'ont changé d'une seule variable depuis l'an 900. Et pourtant, presque personne ne l'utilise. Si cette chaîne vous montre quelque chose que vous ne trouverez pas dans un magazine de consommation, abonnez-vous et activez la cloche. C'est tout ce qu'elle fait, des solutions documentées, efficaces et gratuites. Abonnez-vous et activez la cloche. Vous avez vu ça toute votre vie sans jamais faire le lien. Vous savez ce qui se passe quand on verse de l'eau sur du marc de café. Une eau sombre ressort dessous. L'eau a extrait quelque chose du marc et l'emporte avec elle. La cendre de bois agit pareil. Vous faites passer de l'eau dans un récipient rempli de cendre. Et ce qui goûte dessous n'est plus juste de l'eau. Elle a entraîné le carbonate de potassium hors de la cendre. Ce composé se dissout dans l'eau et forme ce que les chimistes appellent de l'hydroxyde de potassium. Mais votre corps, lui, le connaît déjà comme ce qui rend les mains glissantes dès qu'on le touche. Cette sensation glissante, c'est la chimie à l'œuvre. Ça veut dire que la concentration est bonne. Vous l'avez déjà senti. Si vous avez déjà touché l'intérieur d'une cheminée froide avec les mains un peu humides et remarqué cette étrange sensation lisse sur les doigts, alors vous avez déjà senti de la lessive alcaline diluée. Vous saviez déjà ce que c'était. Il vous manquait juste le mot. Maintenant, prenez cette eau glissante et mélangez-la avec n'importe quelle graisse animale. Jus de rôti, suif de bœuf fondu, graisse écumée d'un bouillon, puis faites chauffer le tout ensemble. Ce qui se passe, c'est exactement la réaction qu'on retrouve dans chaque savon industriel vendu dans le commerce. La lessive casse la graisse au niveau moléculaire et la recompose en quelque chose d'entièrement nouveau. Les scientifiques appellent ça la saponification. En cuisine, on appelle ça du savon. La lessive est entièrement consommée par la réaction. Le savon fini ne contient plus de lessive libre. Ce n'est pas de la chimie de grand-mère, c'est de la chimie organique de base, enseignée dès la première année d'université. La plupart des gens qui essaient se trompent à une étape. C'est la toute première, et ce n'est ni la cendre ni la graisse. C'est l'humidité de la cendre avant même que l'eau la touche, et se tromper là-dessus, c'est la différence entre un produit nettoyant fiable pendant des années et un liquide gris inutile dès le premier matin humide. Voilà ce qu'il vous faut. Je préfère être franc avec vous sur chaque quantité. Un seau en plastique alimentaire ou un tonnelet en bois avec un petit trou d'évacuation près de la base, environ 3 à 4 kg de cendre sèche de bois dur. En gros, le volume d'un saladier moyen. La cendre de chêne, de hêtre ou de frêne contient nettement plus de carbonate de potassium que celle de résineux comme le pin ou l'épicéa. Cette différence est documentée dans la littérature sur la chimie forestière et dans les analyses comparatives de la fabrication traditionnelle du savon de cendre en Europe. La cendre de résineux donne un résultat. La cendre de feuillu en donne un meilleur. De la graisse animale. Le suif de bœuf fondu à partir de graisse de rognon est idéal. Le saindoux marche tout aussi bien. La graisse récupérée en cuisine convient aussi, tant qu'elle est bien filtrée. Il vous en faut à peu près le même volume que l'eau de lessive obtenue. Le ratio exact, c'est un volume de graisse pour un volume d'eau de lessive. Une marmite en métal réservée uniquement à la fabrication du savon. Une fois utilisée pour ça, gardez-la pour ça. Ce n'est pas de la prudence, c'est juste du bon sens. Une cuillère en bois ou une spatule en silicone. Et c'est vraiment tout. Voilà l'unique erreur que presque tout le monde fait. Ils utilisent de la cendre humide. Ils la prennent dans un feu pas encore totalement refroidi et sec, ou la stockent dans un contenant ouvert qui capte l'humidité de l'air, et le carbonate de potassium de la cendre commence à réagir avec cette humidité ambiante avant même d'atteindre l'eau. Il perd en puissance. La lessive qui s'écoule est trop faible pour saponifier correctement la graisse. Le savon ne prend jamais. On obtient cette pâte grise et molle qui a donné au savon maison sa mauvaise réputation dès le départ et offert à l'industrie du savon son argument le plus efficace. Un artisan qui brûlait du bois dans une maison longue à haies de bie pendant l'hiver de l'an 950 de notre ère ne pouvait pas se permettre une mauvaise fournée. Il n'avait aucun fournisseur vers qui se tourner. La cendre sèche n'était pas une préférence. C'était la condition dont dépendait tout le procédé. Gardez votre cendre au sec, couverte, à l'abri de la pluie et de la condensation. C'est toute la différence entre une fournée réussie et une fournée ratée. Maintenant, les étapes. Mettez votre cendre sèche sans la tasser dans le seau ou le tonnelet. Ne la compactez pas. Il faut que l'eau la traverse lentement, pas qu'elle file vite par des passages vides. Ici, tout repose sur ça. Versez lentement de l'eau froide, ni chaude ni tiède, sur la cendre.
L'eau a besoin de temps pour absorber le carbonate de potassium en la traversant. L'eau chaude va trop vite et extrait de façon irrégulière. De l'eau froide, versée lentement, donne une concentration homogène dans tout le lot. Laissez égoutter dans un second récipient placé dessous. Le liquide qui en sort, c'est votre eau de lessive. Il sera légèrement jaune ou gris-brun. Cette couleur est normale. Maintenant, testez la concentration. Faites flotter un œuf cru dans l'eau de lessive. Si l'œuf coule complètement, la lessive est trop faible. Reversez le liquide dans la cendre une deuxième fois. Si l'œuf flotte en laissant apparaître au-dessus de la surface une petite zone de coquille de la taille d'une pièce de 50 centimes, la concentration est bonne. Ce test apparaît dans les manuels domestiques européens du XIXe siècle et dans les pratiques populaires scandinaves relevées par des ethnographes pendant la première moitié du XXe siècle. Ce n'est pas la précision d'un labo, c'est assez précis pour marcher de façon fiable. C'est l'étape que la plupart sautent, et c'est aussi celle qui faisait la différence entre un équipage nordique avec du matériel fonctionnel et des mains saines, et un autre à court d'agents nettoyants en plein trajet côtier d'hiver, sans aucune autre solution. Ce test ne coûte rien. Il prend 10 secondes. Il n'existe aucune version où l'ignorer finit bien. Si le test de l'œuf est bon, faites chauffer doucement votre graisse dans la marmite en métal jusqu'à ce qu'elle soit entièrement liquide. Retirez-la du feu et laissez-la tiédir un peu. Elle doit être chaude au toucher, mais loin de bouillir. Versez lentement l'eau de soude dans la graisse. Pas la graisse dans l'eau de soude. Le sens du versement compte. Soude dans graisse, vous gardez le contrôle. Graisse dans soude, vous créez des réactions locales inégales au point de contact. Remuez sans arrêt dès que l'eau de soude touche la graisse. Continuez à remuer à feu très doux pendant 20 à 30 minutes. Vous verrez le mélange changer par étapes. Au début, il est séparé et huileux. Puis il se trouble. Puis il épaissit. Puis il commence à ressembler à une bouillie claire et fluide. Puis il atteint ce que les savonniers appellent la trace. Le moment où un mince filet versé depuis la cuillère reste visible à la surface une seconde entière avant de se résorber. C'est là que la saponification s'achève. C'est là que le savon se forme dans votre récipient. Versez-le dans un moule, une boîte en bois doublée de tissu, un moule de cuisson en silicone, n'importe quel contenant droit qui supporte la chaleur. Laissez reposer 24 heures sans y toucher. Ce que vous démoulez est un savon tendre, pas un pain dur du commerce. Une pâte pâle, un peu translucide, plus ferme sur les bords, plus souple au centre. Il va durcir et sécher pendant les 2 à 3 semaines suivantes, à mesure que l'eau restante s'évapore. Pour vérifier qu'il est prêt et sans danger, posez doucement l'arrière du poignet sur la surface. Si vous sentez le moindre picotement, même léger, le savon n'est pas totalement prêt. Il reste encore un peu de soude non réagi. Attendez 3 jours de plus et refaites le test. Quand la sensation devient totalement neutre sur votre peau, quand vous ne sentez plus rien du tout, le savon est prêt. Aucun instrument, aucune bandelette, juste la peau. Vous avez fabriqué quelque chose qui nettoie, ne coûte rien, et vient d'une matière que la plupart des foyers jettent ou dispersent au jardin sans même y penser. Si c'est le genre de solution documentée dont vous voulez plus, abonnez-vous et rejoignez cette communauté. Chaque vidéo ici repose exactement sur la même méthode. Histoire réelle, chimie réelle, coût réel. Une seule fournée de savon de cendre couvre les besoins d'un foyer pendant des semaines, ce qu'une colonie nordique de 300 personnes faisait à grande échelle avec le même principe. Et ce que ça change dans votre façon de penser ce que vous devez vraiment dépenser sur un an, c'est là que tout le calcul bascule. Le comptoir nordique de Hedeby, documenté par des décennies de fouilles, et catalogué dans les travaux d'Else Rösdahl, comme dans les rapports de fouilles publiés par le musée régional du Schleswig-Holstein, n'était pas un village où quelques gens faisaient parfois un peu de savon, chacun dans leur coin. C'était une implantation permanente, avec une production continue des biens de base à grande échelle. Les vestiges montrent une production artisanale en volume, qui n'ont de sens que pour l'échange et la distribution collective. Des peignes en bois de serre, fabriqués par milliers, du travail du métal à rendement quasi industriel. La même logique valait pour chaque consommable dont la colonie avait besoin. À l'échelle d'une implantation, la cendre des foyers communs et des feux de cuisine n'est plus un déchet, c'est une matière première à coût d'acquisition nul, qui arrive tous les jours. Une famille de 4, avec une cuisine normale et un chauffage domestique modéré sur un seul hiver, produit assez de cendres pour plusieurs fournées de savon sur la même période. Aucune facture, aucune livraison, pas besoin de demander la permission d'être propre. Il y a une seule condition où ça marche moins bien. Les artisans nordiques la connaissaient. Ils travaillaient au bord d'eau salée côtière, dans des systèmes fluviaux d'eau douce, sur des terrains calcaires durs, avec des eaux de tourbières douces des hautes terres. Ils ont rencontré tous les types d'eau que produit l'Europe du Nord. La façon dont ils corrigeaient l'unique condition qui réduit l'efficacité du savon de cendre, c'est la dernière chose de ce script.
Le savon mou de cendre marche mal en eau dure. L'eau dure contient de fortes concentrations de calcium et de magnésium dissous par les terrains calcaires. Le savon potassique réagit avec ces minéraux et produit un dépôt blanc insoluble qui se rince mal et ne mousse d'aucune façon utile. Vous l'avez déjà vu si vous vous êtes lavé les mains dans une région d'eau dure et avez senti un léger résidu rester sur la peau même après un rinçage soigneux. La solution à tester, relevée dans des pratiques populaires scandinaves par des ethnographes du 19e et du début du 20e siècle, et discutée dans les études de Sigrid Skou sur la production domestique nordique traditionnelle, est simple. Ajoutez un peu plus de graisse que ne l'exige le calcul de soude. Cet excès de graisse ne réagit pas avec la soude, parce qu'il ne reste pas assez de soude pour cela. Il reste libre dans le savon fini. Ces molécules de graisse libre enrobent les ions minéraux de l'eau dure et permettent au savon de mousser et de se rincer normalement. La proportion ne demande aucun calcul. Pour 10 mesures de graisse dans votre fournées, utilisez-en 11. Cette mesure supplémentaire reste libre dans le savon fini. Elle règle le problème de l'eau dure. Une seule cuillerée de graisse en plus. C'est tout l'ajustement. Le navire de Gokstad, construit vers 890 de notre ère et mis au jour sur la rive ouest de l'Oslofjord en 1880, aujourd'hui exposé au musée des navires vikings d'Oslo, n'embarquait pas de produits nettoyants du commerce quand il a été préparé pour le voyage. Son équipage, et les artisans nordiques qui entretenaient sa coque, son gréement, leurs outils et leurs propres mains pendant des semaines en mer, travaillaient avec ce qu'ils avaient emporté et ce qu'ils pouvaient fabriquer avec ce qui se trouvait déjà à bord. La cendre de leur feu de cuisine, la graisse de leurs provisions. La chimie de la saponification n'a pas changé depuis que ce navire a été mis à l'eau dans le froid de l'Oslofjord. Le carbonate de potassium contenu dans la cendre de bois dur réagit encore avec la graisse animale selon exactement la même suite d'étapes. Le test de l'œuf flottant donne toujours la même lecture de concentration. Le test du poignet dit toujours la même chose sur le séchage. Ce que vous avez fabriqué aujourd'hui repose sur la même chimie, les mêmes matières premières, le même test qu'un artisan de Hedeby faisait un mardi matin de l'hiver 950, avant de tendre son lot fini par-dessus son étal à une famille prête à traverser. J'ignore ce qui vous a mené ici. Peut-être le prix de tout, qui s'accumule sans plus avoir de sens. Peut-être ce sentiment qu'au fond, il y a plus simple, et que vous n'avez juste pas réussi à le trouver avant. Ça n'a pas d'importance. Dans les deux cas, ça marche.